Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 12e étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé rapidement. On parlera des coureurs au top des bonnets d'âne. Du côté de cette journée, pas de bilan des bleus parce qu'en fait le bilan des bleus est intégré dans les coureurs top et plutôt même dans les bonnets d'âne sur cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Bon, cette étape, voyage au bout de l'ennui, hein, je pense que c'est le bon résumé. Oui, c'était chiant. Encore, on a un petit peu abrégé les souffrances parce que à 120 bornes de l'arrivée, parce qu'aujourd'hui j'avais décidé de pas de la regarder, pas de la suivre même en intégralité. Déjà parce que j'étais pas disponible ce matin, donc j'avais voilà, j'ai dû faire des trucs. Préparation de l'étape, j'ai dû l'écrire dans l'après-midi, en début d'après-midi. Mais quand j'ai vu le rythme, je me suis dit, putain, on va arriver après 18h. Ça n'avançait pas. Je regardais la moyenne, 36 à un moment, enfin 36 et demi. Je me suis dit, waouh, ça va être long, ça va être long. J'ai commencé à regarder à partir de 16h, hein, j'ai pas regardé avant. Et pourtant, j'ai vu quand même plus des 60 derniers kilomètres. Ça n'avançait pas. Là, vraiment, s'il y a des gens qui ont regardé en intégralité, vraiment, vous êtes mes idoles. Hein, parce que je sais pas comment vous avez fait. Il se passait rien. On a eu une échappée de 3. Bon, qui s'est fait rattraper assez tôt quand même dans l'étape. Même si Pietro Bonne a résisté pendant quelques kilomètres en solitaire. L'échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance. Et pourtant, ça roulait pas vite. Alors je ne sais pas si c'était une stratégie de l'échappée de se dire on va essayer d'économiser nos forces et puis bon dès que le peloton accélère on essaye de mettre à 100% et voilà on essaye de tenir le plus longtemps possible. Vu que dans le peloton ça roulait pas extrêmement fort, ça a commencé à accélérer vraiment à partir de 70-60 km de l'arrivée. Là ça s'est mis à accélérer un peu et c'est là où on a pu rattraper un petit peu le retard parce qu'au final on a dû arriver vers 17h30. Même 17h, un peu avant 17h30, donc on était avec bien 25 minutes plus lent que l'horaire le plus lent, et on a réussi à arriver juste avant l'horaire le plus lent, donc je dirais qu'on a bien rééquilibré les choses. Mais alors oui, voyage au bout de l'ennui, parce qu'il s'est absolument rien passé dans cette étape. C'est là où tu vois que même le Giro n'arrive plus à s'en sortir avec les étapes de plat. Les 90% des étapes de plat maintenant se déroulent de cette manière-là, c'est-à-dire que personne ne veut partir en échappée ou très peu de coureurs. Et en plus, la répartition des sprints intermédiaires provoque pas beaucoup plus de spectacles. Je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir à ça quand même, parce que moi je veux bien qu'on dise du côté du Tour de France on veut plus d'étapes de plat, sauf que ça veut dire qu'il va pas falloir aller dans les Landes, il va pas falloir aller dans certains coins du nord de la France, dans l'Eure-et-Loire par exemple. Il y a quand même beaucoup de coins de France où on va plus aller, si on respecte cette logique-là, ou soit on essaye de réfléchir juste un petit peu calmement sur comment redonner de l'intérêt à ces étapes. Peut-être en arrêtant le coaching, ça pourrait être intéressant. En arrêtant l'oreillette coaching, en mettant juste Radio Tour. Peut-être aussi en mettant des points en cours d'étape, pour que des points UCI notamment, peut-être plus de points pour le maillot vert, pour que sur ces étapes-là, on arrive à attirer plus de monde. Voilà, plus de coureurs, parce que sinon, dans les années à venir, ça va commencer à devenir un enfer, sur ces étapes-là. Donc il va falloir vraiment, vraiment réfléchir à comment faire. Le Tour d'Italie arrivait encore à mettre un peu de coureurs sur ces étapes de plat, mais moi je me dis toujours, les diffuseurs, je pense France Télé notamment, quand ils diffusent les étapes en intégralité, notamment ces étapes de plat, je suis quasiment sûr qu'entre la première heure de course et la dernière, sur la première heure de course, il ne doit y avoir personne devant la télé. Je pense que les gens arrivent à partir de, ils font comme moi, à partir de 60-70 bornes de l'arrivée. Je pense qu'avant, ils ne regardent pas. Et là, aujourd'hui, oui, c'était pas passionnant du tout. On s'est quand même bien ennuyé.
comme lors de l'étape numéro 4, hein, qui était pas beaucoup plus passionnante. Donc ça va être une étape d'hier qui a été qui a été à côté, oui, qui a été intéressante. C'est-à-dire l'étape d'hier, je trouve qu'elle était mal conçue en termes de parcours, mais les coureurs ont donné le maximum de spectacle par rapport au parcours qui était à chier. Autant aujourd'hui, bon, le parcours n'était pas exceptionnel, mais là, on a fait service minimum également en termes de spectacle. Note de la journée, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Note de la journée, j'ai mis 5 sur 20. 5 sur 20, oui. En plus, au niveau du sprint, il n'y a pas de gros rebondissement sur ce sprint-là, qui est assez linéaire. Il n'y a pas de moment marquant. C'est une chute qui aurait été très marquante. Bon, là, il y a un coureur qui est tombé du côté de la pole team, mais je dirais qu'il n'y a pas de leader du classement général qui a une chute. Il n'y a pas de sprinter qui est vraiment tombé. Pourtant, à des moments, je me disais, dans les derniers kilomètres, c'était assez tendu, mais tout le monde est resté sur ses roues. Mais juste, c'était de l'ennui, quoi. C'était vraiment de l'ennui. Il se passait pas grand-chose au niveau du parcours, donc... j'ai pas pris beaucoup de plaisir du côté de cette étape. Je trouve que c'était très ennuyant, qu'il se passait vraiment rien. Hein, là, il faut dire la vérité. Et qu'il y avait absolument pas grand-chose à sauver. Donc c'était vraiment compliqué, je trouve, sur cette étape. Moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Et bon, après, on s'y attendait sur cette deuxième semaine. Demain, on verra s'il y a un peu d'animation dans la dernière heure de course. Mais on sait que cette deuxième semaine, elle est pauvre. Hein, et on risque en plus d'avoir une troisième semaine qui, là, va être trop dense. Ce qui donnera peut-être pas forcément beaucoup de spectacle non plus. Parce que quand vous avez des étapes à 5000 mètres de dénivelé positif, en gros, ça se fait à la pédale et il n'y a pas vraiment beaucoup de changement de rythme. C'est-à-dire que l'élimination, elle se fait par l'arrière. Hein. Il n'y a pas d'attaque de loin, donc c'est pas forcément non plus hyper spectaculaire, donc on verra. On verra, mais c'est vrai que c'est un Giro qui, pour le moment, je crois que je me suis rarement autant ennuyé sur un Tour d'Italie. C'est vrai que je prends assez peu de plaisir. Quand on voit qu'on est à la 12e étape, il y a 3-4 étapes où ça a été vraiment intéressant, sinon pour le reste, c'était loin d'être exceptionnel. Donc on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, Olaf Koy, vainqueur aujourd'hui, mais j'ai envie de dire le travail surtout de la Visma Lease Bike. Et notamment d'Affini et Van Aert. En fait, Koy, il a eu à faire 10% du boulot. Il y a 10% du boulot, c'est Koy. 90% du job, il est fait par Affini et Van Aert. Et surtout Van Aert aujourd'hui, il a été monstrueux. C'est vraiment l'homme du jour pour moi, Van Aert. Il a été monstrueux. Monstrueux de son travail. Affini le lâche un peu tôt. Enfin, le lâche même trop tôt, mais Affini avait fait beaucoup d'efforts avant pour les ramener à l'avant de la course parce que Van Aert avait du mal à trouver l'ouverture. À 4 bornes de l'arrivée, par exemple, ils sont très loin, ils sont dans la boule, ils ne trouvent pas l'ouverture. Et puis, ils arrivent à trouver l'ouverture, Van Aert et Koy, mais un peu tard. Et Affini fait un gros job, mais il les lâche à 1 km 100 de l'arrivée, 1 km 100... à peu près 1 km 150 de l'arrivée, et Van Aert il va réussir à tenir jusqu'à 250 mètres et il fait même top 15 je crois aujourd'hui, Van Aert, ou top 20 je sais plus, de l'étape. Il fait top 20, il fait 19ème, alors que il a fait 1 km à l'avant, quoi. Ça, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Puis ça fait depuis longtemps que j'avais pas vu un mec faire un aussi bon travail dans l'approche d'un sprint. Ça me rappelle un peu autour de démarre Miles Codson, mais ça tenait pas aussi longtemps, Miles Codson. Là, c'est impressionnant. Impressionnant le job. Il a été au niveau d'un Van de Poppel, ce qui pour moi est un compliment. Parce que là, il a été impressionnant. Impressionnant dans le travail qu'il a effectué. Et je pense que Koy peut vraiment bien le remercier ce soir, parce qu'encore une fois, avec Affini, ils ont fait 90% du boulot.
Après, il restait 10%. Et du côté de Koi, il a failli se faire avoir encore parce qu'il lance très tard. Et le problème, c'est que quand tu lances très tard, et bah, tu peux te faire enfermer. Il est à la limite de se faire enfermer, vraiment Koi. Et je me suis dit, et putain, Casper Van Uden était très très bien parti, sauf que il craque un peu dans les 25 derniers mètres, Van Uden, parce que là, il n'y avait pas vent de dos, contrairement... Enfin, le vent était de dos, mais pas très fort au final. Et il n'était pas autant de dos que lors de l'étape 4 qu'il a remporté Casper Van Uden. Mais très fort, très 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 fort. Van Aert a fini. Et Koi, bah, il finit le travail. Alors, il a réussi à le finir. De toute manière, s'il gagnait pas aujourd'hui, Koi, il était aussi bon et d'âne, hein, parce que ouais, quand ton équipe fait tout correctement, et enfin tout correctement, fait tout bien, malgré le fait que les timings n'étaient pas forcément extrêmement bien respectés, derrière, il faut que tu assures. Et Koi a assuré aujourd'hui, mais moi, le travail qu'a fait Van Aert, qu'ont fait Van Aert, a fini impressionnant. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un train complet, hein, pour gagner un sprint aujourd'hui. On l'avait vu déjà avec Casper Van Uden. Le jour où il gagne Casper Van Uden, son équipe le replace alors à la perfection et ils arrivent à contrarier complètement les plans de la Alpecin qui pourtant étaient bien positionnés à ce moment-là. Et là, c'est encore la même chose. Il y a eu 3 mecs. Alpecin, pourtant, ils en ont plus. Lidl, ils en ont plus, oui. Mais du côté de ces deux formations, le travail n'a pas forcément été bien effectué. Alors que du côté de la Visma Leaseback, là on a fait parfaitement le boulot. C'est la deuxième victoire de la Visma Leaseback sur ce Giro, mais c'est surtout la deuxième victoire de Koi sur un Tour d'Italie. L'an dernier, il avait remporté l'étape numéro 9 avant de quitter la course. Et c'est sa 40e victoire déjà chez les pros. Faut savoir que lors de sa première année, il en avait gagné déjà 14. Il en a plus qu'Arnaud Delis, parce que c'est vrai que je compare souvent les deux, parce que Koi a démarré la même année qu'Arnaud Delis en World Tour, et je trouve que autant Arnaud Delis a du mal à passer un cap aujourd'hui, autant Koi, je trouve, commence à bien le passer. Et on verra comment ça marchera du côté de Decathlon s'il va chez Decathlon. Ça nous rappellera l'époque Yann Kersipou, même du côté de cette formation, parce que ça faisait depuis quelques années qu'ils n'avaient pas eu un sprinter de qualité. Mais du côté de l'AFCOI, oui, impressionnant. Impressionnant, et ça s'est bien déroulé avec Van Aert. Je trouve que les deux, il y a quand même une bonne connexion, je trouve, entre Van Aert et Koi. Je trouve que ça a toujours bien marché. Vous savez que des fois, entre deux sprinters numéro 1, parce que Van Aert peut être sprinter numéro 1, on l'a vu sur la dernière Volta, c'est pas toujours facile de bien se coordonner, de bien se répartir les tâches. Et là, je trouve qu'entre les deux, ça marche idéalement. Et ça, c'est vraiment très fort. Et oui, du côté de l'AFCOI, je ne sais pas si Decathlon avait déjà signé le contrat, mais ça va peut-être faire un petit peu augmenter la valeur du néerlandais. Et puis bravo Van Aert, bravo Affini du côté de ce sprint, parce que là, ça a été du bon boulot. Deuxième coureur top, Ben Turner. Qui aurait dit avant le début de cette course, avant le début de ce Tour d'Italie, que Ben Turner ferait 3e aujourd'hui, arriverait à faire des résultats au sprint sur ce Tour d'Italie. Je ne le voyais même pas parmi les sprinteurs. Alors peut-être que je m'étais complètement planté, mais je pense que j'étais pas le seul. Non, c'est impressionnant. Et là, c'est vraiment Ben Turner plutôt, qui se place parfaitement. Parce que je l'ai suivi aujourd'hui, et c'est comme il avait été à Lecce lors de l'étape 4, je me suis dit tiens, je vais voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ça m'intéresse, voilà, de voir comment il va se débrouiller, comment il va se démerder dans le final. Ben Turner, et il s'est très bien débrouillé, parce que j'ai encore un bail, je suis endormi là. Mais ce qui est intéressant avec Ben Turner, c'est qu'il est pas forcément dans le bloc Ineos. Vous avez le bloc Ineos pour protéger Arensman et Bernal.
Lui, c'est un peu débrouillé seul. À un moment, il a un équipier, mais en gros, là, quand tu regardes dans les 10 derniers kilomètres, 90% du temps, il est seul. Et je trouve qu'il a réussi à sauter d'un train à un autre avec énormément d'aisance. Il a réussi à se servir des trains des adversaires parfaitement bien, ce qui lui permet de comprendre que la Visma va être bien positionnée, de prendre la roue d'Olaf Koy. Et il a réussi à se faire sa place, alors que pourtant il y avait Olaf Koy. Et je trouve qu'il a été hyper impressionnant dans le final. Ben Turner, moi qui le voyais plutôt avec un profil un peu puncher, un peu punchy, un peu à la Ethan Ether, c'est pas forcément, ou à la Corbin Strong, voilà, plutôt sur des performants, mais sur des sprints en boss, et plutôt presque puncher, pas forcément sprinter. Là, il a été impressionnant. Alors après, Ineos, c'est pas la première fois qu'ils ont un mec comme ça qui impressionne. Ghana, sur la Vuelta, avait fait la même chose il y a 2 ans, je crois, de mémoire, où il avait été performant, il avait été bon sur les sprints, mais c'était sur la Vuelta, il y avait moins d'opposition. Cette année-là, il y avait surtout Caden Groves. Là, Ben Turner, il y a quand même Pedersen, Groves, Koy. T'as quand même un peu de monde. Moschetti, Bennett aussi. Et Paul Magnier, Milan Fretin. Et il arrive à battre ces mecs-là. Donc non, impressionnant aujourd'hui. Et encore une fois, en solitaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement aidé par ses coéquipiers. Donc très très bien. Et à 25 ans, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant. C'est quand même un coureur qui n'a qu'une seule victoire dans sa carrière. C'était le Tour de la région de Murcie en 2023. Là, il est deuxième de la Classica Rhein Paris-Orme. Tu vois, plus sur des profils un peu meilleurs en boss. Et là, je trouve qu'il a été vraiment très efficace aujourd'hui. Coureur qui vient de la Trinity Racing. Vous savez, cette formation où Paul Magnier est passé. Pas mal de coureurs sont passés par la Trinity dans leur carrière. Je termine avec Van Duden. Je trouve qu'il a un très bon niveau, Van Duden. Moi, c'est un coureur qui m'avait déçu parce que je l'avais trouvé très bon sur le Alula Tour. C'était l'an dernier. Je m'étais dit, belle doublette du côté de cette formation parce que je l'avais trouvé, la première étape en boss, il avait été très très bon. Et il avait déjà anticipé le sprint, je me rappelle, mais il avait su profiter du vent d'eau qui était assez fort ce jour-là sur le Alula Tour. Il avait été bon, il avait gagné l'étape. Mais après, j'avais vu aussi que c'était un sprinter qui faisait pas mal d'erreurs. Il avait tendance soit à lancer extrêmement tôt, mais vraiment beaucoup trop tôt, soit à pas réussir à se positionner correctement. Il y avait toujours un problème du côté de Casper Van Duden. Et ce qui fait que quand on regarde sa saison 2024, oui, il y a quelques résultats intéressants, mais par exemple sur le Tour du Pologne, meilleur résultat 4e. Sur les 4 jours de Dunkerque, il ne rentre pas dans le top 5 d'une étape, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a il y avait une si grosse opposition là. Sur Tirreno, meilleur résultat 5e à Follonica. Et j'avais trouvé que c'était son gros problème à Van Duden, c'était que c'était un coureur qui était déjà un peu irrégulier dans ses performances, mais surtout qu'il n'avait pas le timing du sprint, il lançait trop tôt. Mais beaucoup trop tôt. Là, il lance encore tôt. La différence, c'est qu'il lance à 250. Il lance plus à 350 mètres ou à 375 comme il le faisait avant. Et là, quand tu vois, surtout, il lance au 250, mais il tient 225 mètres. C'est vraiment sur les 25 derniers mètres où là, ça s'écroule un peu. Tu vois, à un moment, il ouvre la bouche. Tu sens que là, il y a les cuisses piquent très fort du côté de Casper Van Duden, mais il a progressé dans son endurance. Et pourtant, c'est fou parce que Van Duden, depuis le début de saison, c'était bien le souvenir que j'avais, à part une 4e place à Tavira, c'était pas dingue en termes de résultats. Et là, il a été vraiment très efficace aujourd'hui. Moi, j'avais un peu des doutes. Ce matin, je l'avais pas mis parmi mes favoris. J'avais mis plutôt à Ollard, notamment au Grosse Côte, puisque je m'étais dit, ça fait partie des coureurs où je pensais qu'il passe pas très bien les bosses. Je m'étais dit, ça va peut-être être un peu compliqué pour lui. Mais non, il a réussi à très très bien s'en sortir, Casper Van Duden, et très bon début de course.
Là aussi, une victoire, une deuxième place, très très bien. Et j'avais l'impression que pour moi, c'était un coureur un peu de one-shot. Ça a été capable de faire un résultat, mais sur un seul sprint et pas de manière récurrente. Là, ça fait 2 fois sur 2 semaines où il arrive à être très bon. Faudra voir maintenant ce week-end, samedi, s'il arrive à réitérer ce niveau de performance. Mais j'ai vraiment bien aimé son sprint. Et puis il anticipe, il ose, parce qu'il est en confiance aussi par rapport à sa victoire. Donc tu vois, il a osé, il a anticipé. C'était intelligent son mouvement par rapport à Coy. C'était très intelligent, mais Coy a trouvé une zone de sortie. S'il est bloqué, Coy il est foutu. Voilà, c'était très très bien tenté de la part de Van Duden. Et ça tient jusqu'à 25 mètres, donc ça veut dire qu'il a progressé sur les sprints longs, qu'il arrive à mieux les réaliser, parce qu'avant, parfois, il s'écroulait énormément, et puis il a un peu réglé ce problème de timing. Donc il faudra voir désormais, je pense samedi, je crois, la prochaine étape de sprint massif, pour voir comment ça peut se passer du côté de Casper Van Duden. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde les bonnets d'âne du jour. Le premier pour moi c'est Sam Bennett. Ouais, ça marche pas depuis le début de Giro. Pour moi c'est les jambes. Pour moi c'est les jambes. Alors oui, Decathlon n'est pas la meilleure équipe pour emmener, ça c'est clair et net. Mais quand tu regardes en début de saison avec Gumerstadt, ça s'était plutôt bien déroulé. Et je trouve que les deux ensemble ça marchait bien. Mais pour ça il faut avoir des bonnes jambes. Et là je crois que c'est le vrai problème du côté de Bennett. Là, ils ont essayé de le placer, ils ont fait un bel effort collectif, je pense notamment à 3 bornes, où tu les vois se décaler un peu sur la droite. Je crois que c'est aux alentours de 3 km de l'arrivée où ils font cet effort-là. Mais déjà, il a du mal à frotter, il est à 2 doigts de se faire avoir par un autre coureur. Et puis après, son sprint, il est pas bon. Déjà parce qu'à l'approche du sprint, il est trop loin. Et ensuite, oui, il est pas dans le coup, mais il n'y a pas les jambes. Il n'y a pas les jambes parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres coureurs qui sont loin et qui arrivent à être un peu mieux que lui du côté du classement. Je pense que déjà, du côté de Decathlon, bon, si on veut avoir Olaf Koy, il faudra quand même faire aussi du bon travail pour l'emmener. C'est bien d'avoir un bon sprinter, mais il faut savoir emmener aussi un bon sprinter. Il va falloir retrouver les automatismes de l'époque Yann Kersipou ou de l'époque Jean-Patrick Nazon. Sur la fin de Jean-Patrick Nazon. Oui, du côté de Sam Bennett, pour moi, il y a un vrai souci de jambes pour le moment. Ce qui fait qu'il n'a pas trop la confiance. Aussi, c'est un mec qui est assez particulier quand même, Sam Bennett, dans le cyclisme moderne. Il faut que tout se goupille parfaitement pour qu'il soit bon. Le moindre petit grain de sable, lui, est handicapant. Il y a d'autres coureurs où, en gros, s'il n'y a pas de grosse merde, ils arrivent à s'en sortir. Lui, Bennett, même le moindre petit truc, j'ai l'impression que ça a toujours capoté très vite du côté de Bennett. Et là, c'est vrai que sur ce Giro, pour le moment, ils n'arrivent pas à régler ce souci de timing déjà pour emmener le sprint, parce que je trouve qu'ils ont un manque. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui font pas le job au bon moment parce qu'ils sont pas habitués à faire ce job-là. Dorian Godon n'est pas habitué à faire ce job-là. Et ce qui fait qu'ils ont du mal à emmener correctement Bennett et à le placer correctement. Mais là encore aujourd'hui, je trouve qu'ils font quand même un job qui est assez intéressant, même si ça manque un peu de monde dans le final. Et puis après, non, c'est les jambes pour moi qui ne suivent pas du côté de Sam Bennett aujourd'hui, donc c'est dommage pour l'Irlandais, mais ça fait un résultat pas exceptionnel. Deuxième flop du jour, Caden Groves. Oui, parce que là, du côté d'Alpecin, il y a du monde autour de lui, même si, un peu comme lors de l'étape 4, ça manque encore de personnel dès que la course un petit peu se lance. C'est vrai que quand Van Aert accélère, ils sont un petit peu en bout de course du côté d'Alpecin. Donc tu vois déjà que le train de la formation a quand même du mal à rivaliser avec Lidl Trek ou avec Visma. Et Lidl Trek, ça peut se comprendre, c'est que la veille, on a beaucoup roulé. Ce qui a peut-être fait que Pedersen n'a pas pu faire un sprint exceptionnel. Du côté Caden Groves, par contre, c'était plutôt journée relâche.
Mais c'est bizarre parce que ils arrivent à être en place. Ils sont en place hein, du côté d'Alpecin. Mais il manque un coureur pour faire le job entre 1 km et 500 mètres. C'est-à-dire le job qu'a fait aujourd'hui Van Aert. J'ai l'impression que chez Alpecin, ils n'ont pas ce coureur-là. Après, le sprint de Groves, quand tu le compares au sprint de Pedersen, quand tu le compares au sprint de Ben Turner, il est loin d'être exceptionnel. Donc je pense qu'il s'est un peu raté aujourd'hui, Caden Groves. Mais du côté d'Alpecin, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Le travail que fait notamment potentiellement Mathieu Van Der Poel, où il manque un mec pour vraiment lancer correctement les sprints. Un travail que pouvait faire Axel Laurens, notamment aussi. Là, il le manque. Il manque très clairement du côté d'Alpecin, et ce qui fait que Caden Groves, bon, il a quand même gagné une étape, hein, c'est pas un grand tour catastrophique, mais là, il lui manque du monde, je trouve. Et puis après, Caden Groves, c'est quand même un ton en dessous d'un Olaf Koy, quoi. C'est pas un mauvais coureur, hein, Caden Groves, mais t'as les très bons sprinteurs, et lui, c'est un bon sprinter. Et il peut pas rivaliser avec les très bons. Et c'est un peu le problème de Caden Groves. Alors après, il a un beau palmarès, hein. Il a victoire sur le Giro et sur la Vuelta, pas le Tour de France, mais en même temps, il l'a pas fait depuis qu'il est chez Alpecin, parce que c'est Philipsen qui a la priorité sur cette course-là, ou soit il l'a pas fait en tant que numéro 1. Il faisait poisson pilote pour... Enfin, il était dans le train pour Philipsen. Mais ouais, je trouve qu'il en manque, là, aujourd'hui, du côté de Caden Groves. Paul Magnier. Pas top, Paul Magnier. Alors moi, je l'avais pas mis parmi mes favoris aujourd'hui, ni ma grosse cote, parce qu'il a fini dernier hier. Ça veut dire que s'il a fini dernier, c'est qu'il est un peu moins en forme que d'autres sprinters. Surtout qu'il était dans un groupe distancé, Paul Magnier. Là, aujourd'hui, très clairement, ils n'ont pas réussi à être efficaces avec Lamperti. Il perd à plusieurs fois Lamperti. Et là, notamment quand il le perd à 4 bornes, 3 bornes, 4 bornes, je sais plus. Pour moi, c'est une erreur de sa part, parce qu'après, Lamperti a fait un énorme job pour le remonter. Mais ils ont perdu beaucoup de place à ce moment-là, et forcément, il a perdu de l'énergie Lamperti. Mais en gros, normalement, le poisson pilote n'est pas obligé à chaque fois de rattraper son sprinter. Et là, à chaque fois, il a dû le faire. Il a dû rattraper Paul Magnier, ce qui fait que quand Paul Magnier démarre son sprint, il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin, et pourquoi ? Parce que Lamperti, le job qu'il a fait, c'était pas job là qui était prévu en début de journée. Le job, c'était de faire poisson pilote. Là, aujourd'hui, il a fait remonteur de peloton, pas véritablement poisson pilote autour de Paul Magnier. Donc ça montre qu'il y a encore du travail pour Paul Magnier pour atteindre les sommets, parce que ça montre que sur ces sprints-là de grand tour qui sont très tendus, où il y a beaucoup de bagarres, il faut qu'il progresse dans sa manière de frotter. Là, il a été trop gentil aujourd'hui. Trop gentil, peut-être un peu de peur du côté de Magnier. C'est vrai qu'il s'est pris quand même quelques chutes depuis le début de saison. Mais là, je trouve qu'il a été très gentil à certains moments. Sur les caméras d'hélico, ça se voit quand même pas mal. Et ça lui coûte beaucoup de temps. Et le temps et l'énergie que ça lui a coûté, déjà, ça lui a pas permis d'avoir Lamperti qui le place correctement. Et ensuite, forcément, c'est de l'énergie en moins pour le final du sprint, et un mauvais placement au début du sprint qui lui coûte très cher. Puis je termine avec Gerben Tyson. Pas un début de course exceptionnel du côté de Gerben Tyson sur les premiers sprints. Alors après, c'est Intermarché fait pas non plus un grand tour d'Italie hein, jusqu'à maintenant, contrairement à Picnic, à Astana, c'est très discret ce que fait pour le moment Intermarché. Gerben Tyson, c'est bien de vouloir jouer des coudes, mais il y a des moments, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la vitesse. Je m'explique. Gerben Tyson, il a voulu faire les freins dans le virage à 400 mètres. Ok,
c'est un choix de sa part, il décide de faire les freins. Le problème, c'est que quand tu fais les freins et que tu passes à l'intérieur, tu perds toute ta vitesse. Or, là, tu t'aperçois que pas mal de coureurs sont un peu passés par l'extérieur du virage. Pourquoi ils sont passés par l'extérieur du virage? Parce que tu es moins obligé de freiner, donc tu gardes de la vitesse. La relance est moins difficile, et surtout, quand tu fais une relance et que tu démarres à 40, pour atteindre les 60 km/h, c'est plus facile que quand tu fais une relance où tu pars de 20 km/h et que tu dois aller à 60 km/h. Ça prend plus de temps. Et là, du côté de Garvin Tyson, pour moi, c'est l'erreur qu'il a faite. Il s'est dit bon, je vais fumer tout le monde au virage, ouais, sauf qu'il a fumé, il a gagné 3-4 places à ce moment-là dans le virage, sauf qu'il les a reperdus derrière parce qu'il n'avait pas de vitesse. Il a pris le virage, je dirais pas à l'arrêt, mais bien plus faiblement en vitesse que les petits camarades qui étaient plus à l'extérieur. Et je pense qu'il n'a pas pris une bonne trajectoire à ce moment-là, ça lui coûte très cher. Et c'est dommage parce que le début de Giro d'Intermarché, il y a eu un peu de Busato. C'est vrai qu'en dehors de Busato, pour l'instant, c'est quand même assez calme du côté de l'équipe d'Intermarché. Et comme vous le verrez demain, parce que la vidéo du classement UCI sera demain, elle est enregistrée, elle est juste pas montée, mais elle est enregistrée depuis mardi soir, voilà pour tout vous dire. Mais Intermarché, début de saison, pas exceptionnel sur ce premier tiers de saison, et ils sont pas encore sauvés à l'Intermarché, donc ça serait bien de marquer des gros points désormais du côté de cette formation. C'est vrai qu'un résultat de Garvin Tyson, ça aurait pu être pas mal quand même aujourd'hui. On regarde le classement. Là j'étais sur Casper Van Uden. Hop là, le classement, victoire aujourd'hui donc d'Olaf Koy devant Casper Van Uden, Ben Turner, Pedersen, Caden Groves. Le premier français c'est Paul Magnier, Milan Fretin est 6ème du côté de la Cofidis, Sam Bennett donc 11ème, juste devant Garvin Tyson qui a perdu donc toute cette vitesse dans le virage. On notera que du côté de la Bahreïn, Zambanini notamment n'a pas fait le sprint. Maintenant on se concentre, j'ai l'impression, vraiment autour de Tiberi. Il y a dû avoir une chute dans le final, autre que la chute où ils ont dû être ralentis par la chute du Polti, parce que vous voyez, Verona, Depreto, par exemple, ont été remis dans le temps du vainqueur. Zana a été remis dans le temps du vainqueur. C'est le cas... non, c'est pas le cas de Fortunato, qui a perdu 50 secondes aujourd'hui. Mais il y a quelques coureurs comme ça qui ont fini dans le temps du vainqueur. Dernier coureur à l'arrivée, eh bien, c'était Luc Plapp, le coureur australien, donc qui a dû être lâché assez tôt dans le final. Et vous voyez que le Polti, c'était certainement Francesco Munoz qui a fini avant-dernier. Du côté du général, Del Toro toujours en tête. Il a pris 2 secondes aujourd'hui, Del Toro. Mais on a vu que le leader, c'est Ayuso. Déjà dans la place où était le vélo d'Ayuso sur la galerie. Mais deuxièmement, Del Toro, il a pris du vent aujourd'hui pour Juan Ayuso. Tiberi a une 9, Yetsa une 11, une 26 pour Roglic pour le moment du côté des écarts, donc qui ont un petit peu changé. Du côté du maillot cyclamen, c'est Mats Pedersen qui est en tête, mais Olaf Koy se rapproche. Alors il reste encore 72 points d'écart. J'ai fait des progrès en mathématiques. Et Casper Van Uden qui est désormais 3ème. Ça c'est important, 3ème pourquoi je crois que normalement les 3 premiers des classements annexes ont des points UCI, sauf le maillot blanc et le classement par équipe. J'ai jamais compris pourquoi pour le classement par équipe et le maillot blanc il n'y avait pas de points UCI. Du côté du classement de la montagne, Fortunato qui a toujours donc ses 100 points d'avance sur Juan Ayuso. Tarozzi passe 3ème. Du côté de cette journée, il passe devant Paul Debel. Le maillot blanc, c'est Del Toro qui est toujours en tête, donc qui reprend 2 secondes sur Ayuso. Tiberi 3ème devant Pellizzari et Piganzoli. Et classement par équipe, il n'y a que la Movistar qui a gagné une position par rapport à la Red Bull Bora. Sinon, pas de changement du côté de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!